Bonjour, bon après-midi et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la 7e épisode de la série des conférences mondiales sur le coton. Comme par le passé, nous avons quelque chose de très spécial pour vous. Les deux intervenants ont gagné tous deux le prix de chercheur en coton de l'année et nous sommes donc très fiers d'avoir obtenu leur participation. Je vous présente le premier orateur, le Dr Mehboob Ur Rahman, qui est le scientifique en chef adjoint de l'Institut national de génie génétique à Faisalabad, Pakistan. Il a traduit des travaux amplement dans plusieurs revues, deux dans Nature et un dans Nature Genetics. Il a également publié 2 livres sur le coton. Il a mis au point 10 variétés de coton comme sélectionneur principal et il a dirigé le développement et l'introduction de variétés de coton génétiquement modifiées au Pakistan en 2005. Il a reçu plus d'une douzaine de prix, dont celui de chercheur international sur le coton du CCIC en 2014. Il va nous parler de la sélection assistée par la génomique dans le coton. Dr Mehboob Ur Rahman, vous avez la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour et bonsoir ou bon après-midi selon les cas à tout le monde au Pakistan. Nous sommes déjà le soir. Je suis extrêmement reconnaissant aux organisateurs de cette conférence internationale sur la recherche en matière de coton. Je vais vous parler de mon expérience sur le coton, mes travaux sur le coton. Can you see my slides? Est-ce que vous voyez nos transparents? Mes transparents? Nous les voyons, mais il vaut mieux amplifier l'écran. Vous devez cliquer sur Yes, we can. l'icône en bas. Oui, maintenant, nous le voyons en écran complet. L'année dernière, nous avons entendu que le coton a été la première culture cultivée sur la terre au cours des 2-3 dernières années. Il y a eu de grands efforts sur le séquençage du génome, surtout plusieurs espèces cultivées, et cette information, nous pouvons l'utiliser pour améliorer cette culture. Comme vous le savez, cela pourrait constituer un modèle pour la domestication avec les tétraploïdes. Deuxièmement, à l'évidence, cela présente beaucoup de potentiel pour l'industrie textile en général au Pakistan, en Inde et dans de nombreux autres pays. Ces recherches se poursuivent et au Pakistan, en Inde et dans beaucoup de pays, on travaille aussi sur la sélection d'autres produits de base comme le riz. Donc,
Depuis les années 70, il y a eu toute une évolution. Jusqu'en les années 90, le rendement a augmenté de 369 kg à l'hectare à 574 kg à l'hectare. Avant 1980, il y avait surtout des variétés qui maturaient, qui mûrissaient tardivement. Maintenant, nous avons des variétés qui commencent leur maturation de façon plus précoce, déjà en novembre. Il y a donc possibilité de cultiver deux cultures, le coton, le blé et les alterner. Comme je l'ai déjà dit, avant les années 90, l'étape de maturation était précoce, mais par après, entre 1990 et l'an 2000, il s'est produit une stagnation dans cette évolution. Stagnation aussi en ce qui concerne le rendement d'environ 609 kg à l'hectare. Depuis les années 2000, la production a redémarré. Nous avons L'autre caractéristique, c'est la résistance aux pesticides et nous avons vu une augmentation de 166 kg par hectare à partir de l'an 2000 et jusqu'en 2015 environ. Et à partir de là, à partir de 2015 jusqu'en 2020, il y a une stagnation également. Chaque année, la moyenne est aux alentours de 750, 760, 750, donc il y a une diminution. Et donc, il y a clairement des défis. Et le plus important, c'est le problème de la température élevée dans notre région. À titre d'exemple, la température élevée non seulement affecte la gestion de la culture et beaucoup d'insecticides perdent leur efficacité lorsque la température dépasse 45 degrés Celsius, par exemple, et c'est le cas dans notre système. Cela a eu d'autres incidences négatives sur d'autres caractéristiques telles que la sécheresse et la salinité. Et ceci réduit le rendement du coton de 50 à 67%. Et cela représente un défi de taille pour le Pakistan, où nous produisons notre coton à des températures qui dépassent les 45 degrés Celsius. Voilà pourquoi nous développons d'excellents germoplasmes pour résister à ces différents stress à la chaleur. Et à l'instar d'autres pays, nous sommes confrontés à des problèmes particuliers tels que les infestations au ver rose au cours des 5 à 6 dernières années. Cela a été un grave problème. Avant cela, nous avons les héliotus et les vers tachetés. Et nous avons également eu la mouche blanche, les tisanoptères, et c'est très commun. Le ver rose est prévalent dans plus de 80% des zones productrices de coton, et donc cela représente un véritable défi de relever tous ces défis de ravageurs, les vers roses notamment. Et cette année, nous escomptons des rendements très faibles au Pakistan, moins de 7 millions de balles. D'habitude, de par le passé, on avait 14 millions de balles.
Et le plus gros problème, c'est le ver rose, la mouche blanche, ensuite les pucerons de la feuille. L'autre facteur, c'est le coût élevé de production du coton. Je pense que nombre d'autres pays sont confrontés à des problèmes semblables. Comme j'en parlais auparavant, la frisolée de la feuille est très importante dans notre région. C'est un virus qui pose problème et c'est une menace potentielle pour les autres pays producteurs de coton où la mouche blanche est prévalente. Et donc, cette maladie doit être prise vraiment au sérieux et nous avons développé des variétés améliorées qui n'apportent pas une résistance absolue, mais néanmoins une haute tolérance à la frisolée de la feuille. Il y a d'autres défis néanmoins. Stagnation de rendement et faible qualité des rendements. Et le principal facteur qui affecte les rangements, enfin, les problèmes de rendement sont un grave problème. Il y a quelques pays qui ont un excellent rendement. Et ensuite, en Afrique, par exemple, le rendement est de 350 kg par hectare. Et dans certains pays, c'est 1600 kg par hectare. Si on exclut la production de l'Inde et de l'Afrique, eh bien, d'habitude, la moyenne mondiale est de plus de 1000 kg par hectare. Et il en est de même au Pakistan. Et cette année, nous escomptons un rendement bien inférieur de moins de 500 kg de fibres par hectare. Et donc, cela représente un défi énorme que de combler cette brèche entre le rendement potentiel et le rendement réel. L'autre facteur, c'est que de par le passé, les sélectionneurs essayent de développer des variétés qui ont une meilleure performance dans certains environnements spécifiques. Vous pouvez appliquer, pulvériser tous les tous les engrais, etc. Et les sélectionneurs cherchent à faire leur sélection sur des sols très riches et très fertiles. Mais cette question est très claire dans les pays en développement. Et ensuite, on produit ces variétés dans nos champs réels. Et lorsque les agriculteurs produisent ces variétés, eh bien, ils ne peuvent pas obtenir le rendement que prétend le sélectionneur. Donc, je pense que nous devons changer nos stratégies de sélection également. L'autre facteur qui nous affecte, c'est la concurrence avec les fibres synthétiques, ce qui représente plus de 60% de la demande de fibres de notre industrie textile, enfin de l'industrie textile du monde. Les prix du pétrole diminuent et je crains que cela ne risque d'aggraver la concurrence entre les fibres naturelles et les fibres synthétiques. Et voici quelques articles que nous avons rédigés, tels que la production du coton OGM et il y a comment lutter contre le ver du cotonnier. Et il y a ces millipèdes qui sont apparus en 2006, 2007, 2008, le millibug, un autre ravageur. Et nous avons des problèmes dus à ces pucerons au champ. Et donc, nous utilisons de nouvelles technologies. Il faut suivre cela de près. Il ne faut pas permettre aux autres ravageurs d'apparaître au champ. Et donc, nous avons tous ces problèmes. Tout le monde connaît ces problèmes. Et il a le problème de température, les vers, les maladies sont les problèmes. Et donc, je vous parle uniquement des solutions liées à la sélection et non pas celles liées à la gestion intégrée. Mais je vous parle de la solution génétique. Nous devons étudier notre germoplasme et voir si nous pouvons donc obtenir des nouvelles variétés pour toutes les variétés cultivées.
Tout d'abord, il y a les méthodes de sélection conventionnelles, comme on l'a fait par le passé, telles que la sélection par la recombination. Et ensuite, la mutation est une autre approche dont on se sert. Et maintenant, nous avons beaucoup de publications qui parlent de l'utilisation de mutagènes chimiques pour ajouter de la diversité dans le génome. Encore une fois, chaque technologie présente ses propres avantages et inconvénients. La technologie du génie génétique présente bien des avantages et nous servons de ces technologies pour l'amélioration de nos variétés de coton. Et donc, une fois que nous avons établi notre stratégie et notre méthodologie, encore une fois, nous avons ces 4 approches qui sont à notre disposition pour la sélection par combinaison. L'amélioration génétique en utilisant l'information génétique et en faisant la sélection en utilisant des marqueurs d'ADN. Et la sélection par les mutations nous aide dans certains cas, on a pu le voir, c'est utile. Et la technologie du génie génétique. Et maintenant, il y a les nouvelles technologies de l'édition du génome grâce au CRISPR, ce qui aide à utiliser une sélection plus précise de cette technique de l'édition du génome. Parce que dans d'autres processus de sélection, on n'a pas un contrôle aussi précis. On peut simplement identifier les gènes d'intérêt et on tente notre chance pour voir si l'on obtient les meilleures mutations. Mais il y a un facteur aléatoire et nous ne savons pas où nous allons aboutir en fin de compte. Et on utilise la sélection dans le laboratoire en utilisant ces marqueurs d'ADN pour réduire donc ces facteurs aléatoires. Toutes ces technologies sont disponibles, mais il faut des ressources à notre disposition pour se faire. Donc c'est un grand outil pour les phytogénéticiens qui ajoutent des nouveaux gènes et en éliminent d'autres, enfin font de l'édition de gènes. Donc il faut de bonnes ressources génétiques. Tous les grands pays producteurs de coton, ils ont des banques de gènes où ils ont beaucoup de variétés, de cultivars, de plasma germinatif et d'espèces. Et la plupart d'entre eux, ils ont du plasma germinatique et très peu d'entre eux ont des espèces sauvages. Et donc, les sélectionneurs partageaient leur plasma avec leurs collègues, mais dans d'autres pays, ils le partagent moins et je crains que l'accession soit limitée. Même dans la banque génétique, nous avons ce problème de doublons. Et donc, il y a plus de 70 000 génotypes différents. Mais si on élimine les doublons, alors on se retrouve plutôt aux alentours de 30 000. Ça réduit considérablement le nombre. Donc, il faut faire attention à cela. Ensuite, on passe à la manipulation du plasma. Et avant de commencer une caractérisation, soit génotypique, soit à base d'ADN, nous devons avoir une information complète sur ces accessions et éviter les doublons. Cela peut être fait même au champ. On peut avoir beaucoup de données génotypiques et éviter donc ou éliminer les doublons. Mais il y a beaucoup de variétés qui sont très semblables, mais en fin de compte, elles sont très différentes. Et donc, je suggère que l'on place des marqueurs pour avoir une liste plus précise du matériel pour leur caractérisation génotypique.
lorsque nous donnons la priorité au matériel génétique, nous devons également inclure tous ces cultivars obsolètes qui ont été rejetés de par le passé uniquement parce qu'ils présentaient des handicaps pour une ou deux caractéristiques. Par exemple, au Pakistan, on a éliminé certaines variétés, le CM496 par exemple, qui était une variété très prometteuse, mais on l'a éliminé des champs parce que du fait de l'infestation de la frisolée de la feuille. Toutes les autres variétés, toutes les variétés qu'on a retirées du champ de par le passé, c'était du fait de la frisolée. Et donc, il y a une autre variété, un autre cultivar qui était susceptible à la frisolée au Punjab, et on a dû éliminer celle-là également de la production. Mais il faudrait néanmoins considérer ces cultivars également. Et enfin, il y a le matériel génétique, les espèces sauvages qu'on n'a pas encore essayé de développer ou de sélectionner. Et donc, il faut avoir une caractérisation de tout le matériel génétique et lancer tous ces différents projets. Au jour d'aujourd'hui, les sélectionneurs ne partagent pas leur matériel souvent. Mais ils devraient néanmoins partager le matériel et décrire le matériel qui est adapté à une certaine caractéristique géographique. Ce serait bon d'avoir les différentes variétés à travers les différents pays. Et donc, il faudrait avoir davantage d'échanges de plasma germinatif entre les sélectionneurs et il faudrait établir un consortium sur cela. Et donc, une bonne plateforme phénotypique, comme nous l'avons fait de par le passé, pour lutter contre la frisolée de la feuille. Je partagerai ces informations dans mes planches aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ce matériel doit être identifié par stress. Par exemple, si la frisolée de la feuille est prévalente en Inde et au Pakistan, les sélectionneurs qui travaillent dans d'autres pays devraient obtenir leur matériel dans notre région, plutôt que de commencer à partir de zéro, prendre des espèces qui sont susceptibles à la frisolée de la feuille et essayer de les sélectionner. Cela risque de leur poser des problèmes. Donc, mieux vaut utiliser nos variétés à nous qui sont déjà résistantes. Il faut donc être très prudent avec la frisolée de la feuille parce qu'elle est transmise par la mouche blanche et dans des pays tels que l'Australie et nombre d'autres pays où la mouche blanche est prévalente, ils doivent faire attention à ce problème de la frisolée de la feuille. Et donc, ils doivent obtenir leur matériel génétique au Pakistan et en Inde pour lutter contre cela. Et si l'on fait des essais multinationaux de plasma germinatif, il faut avoir une échelle de notation de la susceptibilité aux maladies uniforme, de sorte que tous les sélectionneurs s'expriment dans le même langage. Et sur cette base, tout le monde devrait essayer de dépister leur matériel et ensuite faire des essais génomiques. Voici les efforts de renforcement de la production du coton appuyés par le gouvernement des États-Unis. Et nous avons, jusqu'en 2018, nous partageons beaucoup de plasma germinatique. 5000 accessions ont été partagées. Et nous avons identifié quelques accessions qui étaient soit hautement tolérantes, ou il y avait très peu qui étaient tout à fait résistantes à la frisolée de la feuille. Et sur cette base, les États-Unis qui ont leur information, ils savent dans leur banque génétique quelles variétés sont résistantes et quelles sont susceptibles à la frisolée si ce stress est présent. Et donc, ils peuvent contrôler. Plutôt que dans notre système, cela a pris 5-6 années pour tirer tout cela au clair et développer de nouveaux cultivars. Donc, voici un système très simple, 0, 1, 2, 3, 4. Ce sont les différentes catégories de susceptibilité. Et si quelqu'un est intéressé, nous avons quelques publications sur ce sujet et nous sommes prêts à partager ces informations avec eux. Donc, voici l'exemple du MAC7. Je vous donne qu'un seul exemple. MAC7, nous avons identifié, vous pouvez voir
beaucoup de plantes susceptibles. Cela représente presque une plante de chou très petit. Et ça, c'est une plante très chêne, 2472-3. Et l'autre, vous voyez, toutes ces rangées, ce sont des accessions qui sont très susceptibles à la frisolée de la feuille. Celle-ci, c'est le MAC, le numéro d'accession 103, et toutes les autres variétés sont très susceptibles à la frisolée. Cette rangée a eu une bonne performance dans toutes les stations de sélection. Cette ligne a été testée dans 7 ou 8 sites au Pakistan, et dans pratiquement tous les sites, il a montré la résistance au champ à la frisolée de la feuille. Mais elle n'est pas aussi bonne que d'autres cultivars parce qu'elle a des toutes petites capsules et des feuilles toutes petites, beaucoup de gossypium. Et on utilise cette variété MAC 7 pour améliorer nos cultivars de coton. C'était une information donc que nous avons su développer grâce à notre projet. Il y a 2 souches qui sont apparues dans les années. La première souche est apparue dans les années 90, la deuxième souche est apparue, je pense, en 2002. La maladie Burey, voilà, c'est une souche, enfin c'est la même maladie, mais c'est une souche différente que la souche Multan Cochrane. Et donc, nous, on a développé différentes accessions, et parmi les 16 accessions testées au sang, le MAC 7 était la meilleure variété. Je l'ai donc beaucoup utilisé pour développer de nouveaux cultivars, et l'ancien était, était la variété dominante. Et pour la résistance au ver du cotonnier, ça fonctionnait, mais c'est contrôlé par un grand nombre de gènes. Alors que qui a manifesté sa résistance contre le virus Multan Cochrane. Et donc, ces génotypes étaient très faciles à sélectionner pour développer cette résistance. Et il faudrait combiner la résistance aux 2 souches en un seul génotype, en pyramide. Mais j'ai testé 16 accessions, mais la plupart d'entre elles ne se portaient pas bien. Il y a d'autres variétés qui se portent bien au Mexique et dans d'autres pays. Et la solution doit être donc un croisement. Il faudrait intégrer le F1 dans notre système. Et je suggère cela en bas de ma planche. On peut avoir le BC1 au Mexique, le BC1F1 qui vient du Mexique, et l'adapter, utiliser les génotypes pakistanais pour lutter contre cette maladie. L'information récente où c'est apparu dans une des publications, encore une fois, de notre institut, que le ver du cotonnier n'est plus vraiment prévalent au champ. Donc nous avons les variétés, voyons ce qui se passe. Mais il y a d'autres problèmes de ravageurs au champ. Donc après 20 années, les stress réapparaissent. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Le mois dernier, c'est la première variété qui est sortie de ce projet, et on a utilisé le MAC 7, l'une des variétés principales, le 3701, et on a utilisé plusieurs marqueurs pour développer cette variété. Et en 3-4 années, nous avons su tirer au clair les antécédents génotypiques du 3701 dérivé du MAC 7. Et cela a montré un excellent potentiel quant au rendement pour lutter contre les 2 normes. 16% de plus de rendement
Alors, une augmentation du rendement de 16%, c'est la donnée moyenne de, sur 2 années. Une année, le rendement s'est amélioré de 8% et l'autre année de plus de 30%, mais en moyenne de 16%. Et donc, encore une fois, un autre projet que nous avons, c'est un projet entre le Pakistan et la Chine pour la résistance à la chaleur. Et nous avons inclus cet essai organisé dans 2 sites, 3 sites au Pakistan et je pense 2 sites en Chine. Cela représente 250 génotypes de la Chine et ces 250 génotypes représentent essentiellement différents pays. Ce sont toutes des variétés obsolètes ou du plasma germinatif très ancien et donc on fait les tests au champ pour identifier leur résistance et nous avons obtenu des résultats intéressants de ces essais. Et si la température dépasse 45 degrés Celsius, là, il ne nous reste plus qu'un seul génotype qui a montré une tolérance extraordinaire au stress de chaleur. Mais si la température est en dessous de 45 degrés, entre 40 et 45 degrés Celsius, et ce sont les données non pas au laboratoire, mais au champ et de jour. Et là, il y a beaucoup davantage de variétés développées dans différents pays qui présentent la tolérance contre la chaleur. Et donc, il y a différents articles qui sont publiés. Et la plupart des sélectionneurs, des biologistes moléculaires, ils testent leur matériel à des températures qui sont inférieures à 40 degrés Celsius. Et ils font des expériences avec des jeunes plants. Et je pense, quant à moi, que nous devrions avoir des données complètes sur le rendement en produisant ces plantes au champ, parce qu'il faut montrer si elles sont vraiment résistantes à ces stress sur le champ. S'ils sont exposés à plusieurs stress, eh bien, il faut voir comment ils se comportent. Et parce que cela risque d'affecter la plante. Parce que quand vous avez de la sécheresse, de la chaleur, vous avez de la sécheresse. Et donc, les plantes perdent certains avantages compétitifs au champ. Et donc, il est vraiment important de vérifier le comportement de ces plantes au champ. Et nous ventilons ce matériel en 4 catégories sur ce qui se passe s'ils perdent leur capsule ou non au champ. Et donc, on cherche et on les avait. Et il y a beaucoup de génotypes qui ne survivent pas à 45 degrés Celsius. Et la température nocturne était aux alentours de 29 et 30 degrés. Et la température nocturne est très importante, j'avais oublié de le dire. Et donc, nous avons d'excellentes sélections. Je crois que tout le monde confronte ces problèmes et après, vous pouvez développer de très bonnes populations quand vous avez la cartographie des différents marqueurs et les expériences conventionnelles de cartographie ont étudié les sous-populations et donc, dans ce cas particulier, la plupart des expériences en cartographie, plus de 80% en fait, ont développé des populations avec des générations avancées à parents multiples. Ces espèces ont leur propre combinaison. Nous attendons beaucoup de ces combinaisons. En particulier, nous avons, au bout du compte, nous aurons les chromosomes. Comme vous le savez,
il y a des inconvénients et c'est pour cela que ces marqueurs qui sont basés sur l'identification de ce genre de sous-population pourront être utilisés pour mettre au point de nouveaux cultivars. Une autre question, ce sont les sous-populations qui ont moins d'accession. Nous n'en avons pas suffisamment. Et les marqueurs identifiés pour ces populations, à nouveau, sont très spécifiques pour une population. Et pour surmonter ce problème, vous pouvez utiliser des accessions, des génotypes et vous devez avoir l'information du laboratoire. Tout cela vaut pour une diversité particulière des marqueurs associés. Donc, voici différentes questions qu'il faut examiner pour assurer la validité des marqueurs identifiés. J'ai vu quelques expériences particulièrement bonnes quant à la diversité. Il y a eu une combinaison génétique pour développer une population à 4 ou 5 fois. Donc, quand nous avons de bonnes données, de bons détails sur les populations, nous pouvons utiliser les marqueurs ADN, mais il y a très peu de marqueurs en association avec des données de qualité, un ou deux marqueurs qui ne se rapprochent pas assez du gène. Nous ne pouvons pas explorer toutes les variations, mais je crois que nous avons plus de 70 000 possibilités qui peuvent être utilisées. Mais les scientifiques qui ne disposent pas d'assez de ressources peuvent utiliser ces marqueurs-ci de façon très commode. Ils peuvent également être automatisés. Il y a des machines pour cela avec des fragments SSR dans leur propre système. Donc, les SSR viennent de la partie active des gènes, mais leur nombre est limité. Maintenant, tout le monde parle du reséquençage qui est devenu beaucoup plus populaire que par le passé. Cela permet d'avoir du matériel beaucoup plus abondant
Le germoplasme permet de les identifier. Il y a des SNP disponibles. Ceci a été publié par 2 chercheurs, coton SNP 63K et le 80K. Dans les pays les plus avancés, cette information est disponible. Le seul problème avec cela, c'est qu'ils ont la tâche difficile de trouver des SNP. Il y a beaucoup de copies, beaucoup de doublons sur différents chromosomes. Il est donc difficile de savoir d'où vient le SNP. J'ai réuni cette information au 1er avril 2021. Cela correspond à notre base de données. La plupart ont des traits de qualité comme la force, la longueur de la fibre. Pour le rendement, il est d'environ 1301 et la stature 136. Vous voyez sur ce transparent les différents résultats. For abiotic stresses, I cannot find these abiotics, QTLs for abiotic from this Pour particular. ce qui est de cette base de données particulière, il y a toute cette information, par exemple sur la salinité. Ils ont réuni toutes ces données. Vous voyez donc que les marqueurs associés les plus évidents mais peuvent être utilisés dans le coton. Par exemple, il faut définir cela plus spécialement. On peut appliquer cette information au niveau du laboratoire dans le champ. Il est très difficile de traduire ces données. Vous pouvez voir beaucoup de données pour identifier dans des tests chimiques, mais les rendements ne sont pas toujours stables pour les différentes populations. Je suis sûr qu'à l'avenir, nous aurons une époque très intéressante pour identifier toutes ces caractéristiques génétiques. Ici, pour quelques SNP, j'ai caractérisé les plus importants pour les stress abiotiques dans le coton. Il y en a beaucoup d'autres, mais ici, pour le Gossypium hirsutum, j'ai trouvé 165
lieu de trait quantitatif. De même, pour le Gossypium hirsutum et le Tomentosum, pour cette population spécifique, un des traits est la tolérance à la sécheresse. Là également, ces SNPs concernant la tolérance à la salinité du Gossypium hirsutum avec leurs caractéristiques. Nous tous, nous préférons examiner le matériel. C'est une question très complexe. Pour la salinité, oui, nous avons essayé de traduire ces données du champ et ensuite nous pouvons les utiliser. Mais sinon, il faut se référer aux publications. Ici, à nouveau, vous voyez une liste de nombreuses SNP identifiées. Plus récemment, il y a le Gossypium hirsutum en bas du transparent avec l'identification des SNP. Dr. Rahman, nous aimerions garder une dizaine de minutes pour la session de questions-réponses. Nous vous le signalons. Oui, merci. Pour ce qui est des traits, des caractéristiques de qualité, il y a plusieurs études importantes sur les marqueurs d'ADN. 80% des cartes utilisent des populations interspécifiques, mais là également, il est très difficile de savoir ce qui est le plus significatif parce que 80% des cartes utilisent des populations interspécifiques. Il y a beaucoup de diversité dans les populations. Les résultats ne sont pas aussi nombreux que nous l'avions espéré. Et le message le plus important est qu'il nous faut des lieux de traits de qualité stable. Quant à la sélection assistée par marqueur, ce transparent est très simple, tout le monde l'aura vu. Un autre message au sujet des marqueurs. Nous avons identifié ces marqueurs particuliers. 6 plantes ont été classées comme numéro 1. C'est très faible. Ensuite, de 7 à 14 ont eu un score de 2. Pour ce qui est de la susceptibilité, les autres très susceptibles. Au total, 5 ou 4 qui viennent mais
il y a eu perte de 4 allèles et nous n'espérons pas avoir de très bons résultats. Le rétrocroisement assisté par marqueurs, nous utilisons à la fois la sélection d'avant-plan et en arrière-plan pour une sélection phénotypique. Toute cette information ensemble est combinée et s'avère très utile pour différentes espèces que nous utilisons dans notre programme de sélection. Voici une liste des traits ou caractéristiques d'introgression à partir de parents sauvages pour les cotons cultivés en ce qui concerne le stress biotique. Vous avez le verticillium, par exemple. Ici, nous sommes en train de suivre les progrès d'un marqueur. Ces deux-là, par exemple, ont une bonne relation entre eux et nous pouvons suivre le progrès des allèles. Là, il y a un message pour identifier les mutations, la mutagenèse pour éliminer ou améliorer l'expression d'un trait ou caractéristique. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé beaucoup de variations. Nous devons être très prudents et aussi utiliser cela. Ces mutations peuvent être utilisées dans un essai de capture d'exomes ou le reséquençage de moutons. La validation est une autre étape importante. Docteur Ramon, pourriez-vous conclure, s'il vous plaît, parce qu'il ne nous reste plus de temps. Oui, je pourrais passer. Est-ce que je pourrais encore disposer de 2 ou 3 minutes? Nous devons réellement passer aux questions. Veuillez être très bref, s'il vous plaît. Donc, voilà pour l'édition précise du génome en utilisant cette technologie. Les études montrent une perte de fonction des gènes dans les différentes espèces de culture, mais il manque de l'information exhaustive sur les circuits génétiques de traits ou caractéristiques importants. Nous devons transformer les différents cultivars du coton. Et en dernier lieu, nous utilisons presque toujours des gènes résistants à la salinité. Mais dans très peu de rapports, j'ai vu que l'on avait pu améliorer cela. Donc, voici donc les avantages par rapport aux inconvénients. Si nous pouvons éditer la transformation des chloroplastes, c'est une plateforme pour les plantes transgéniques de la prochaine génération. Je crois qu'il y a un avenir doré pour la sélection
assistés par la génomique dans le coton, le séquençage du génome de toutes les espèces de coton. Pour l'avenir, il faudra une sélection très précise qui combinera l'édition du génome plus une sélection génomique. On explore la génomique du coton grâce à différents consortiums. Par exemple, quelques espèces, la Ceprocera, I'm sure it must be growing in some other countries. We can have, very good tolerance to donc grow. nous pouvons avoir des possibilités de cultiver cela. Je vous remercie tous et d'avoir écouté ma présentation. Merci, Dr. Rahman, d'une présentation très exhaustive. Je regrette que nous n'ayons pas disposé de plus de temps, ce qui est une preuve de l'intérêt qu'a suscité votre présentation. Il y a beaucoup de questions, plus de 20 questions. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions maintenant. Je vais donc vous suggérer de passer immédiatement à la présentation suivante. Et Dr. Rahman, je vous propose de lire les questions qui ont été affichées dans le chat et s'il y a du temps à la fin de notre session, nous y répondrons, nous vous permettrons d'y répondre parce qu'elles sont réellement intéressantes. Jeter un coup d'œil rapide à cette vingtaine de questions pour voir auxquelles vous pourriez porter une réponse. Nous vous remercions. Nous reviendrons vers vous à la fin et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'intervenant suivant, le Dr. John Yu, qui est généticien, chercheur généticien de l'USDA ARS, le centre de recherche et qui est professeur adjoint de l'Université AM au Texas. Il a de l'expérience en recherche depuis 4 décennies dans des institutions nationales et internationales et a une renommée mondiale grâce à son travail excellent sur la sélection des plantes, la génétique, la génomique. Il est l'auteur de plus d'une centaine d'articles examinés par les pairs et autres publications. Il a été mentor de plus de 60 étudiants et scientifiques visiteurs des États-Unis. Il a joué un rôle fondamental dans les espèces de coton et leur carte, une cartographie portable. Il défend l'initiative ICGI, l'initiative internationale pour le génome du coton, qui vise à accroître les connaissances et les ressources en matière de génome du coton pour le bénéfice de l'humanité. Parmi d'autres nombreux prix, il a également été nommé chercheur en coton de l'année du CCIC en 2019. C'est certainement le prix, la distinction la plus importante qui lui a été attribuée. Docteur, vous avez la parole. Merci, Kay. J'ai l'honneur de présenter et de vous parler du pouvoir de la génomique coton pour l'amélioration génétique. La conférence précédente présentée par le docteur Ramadan aujourd'hui et par Jonathan Window il y a 2 mois montre déjà le pouvoir de la génomie du coton. Avant mon arrivée à ce site de l'USDA,
à l'université, dans le campus de l'Université du Texas en 1994. J'avais travaillé sur le riz à l'Institut de recherche internationale sur le riz de l'Université Cornell et d'autres institutions. J'étais très reconnaissant d'avoir l'occasion de faire la recherche sur le gossypium, et qui joue un rôle important sur le marché mondial. Et je suis devenu intéressé à comprendre la génétique des variétés de plantes de coton et donc faire le séquençage et la cartographie intégrée des plus grands génomes et, et également par l'analyse moléculaire de la diversité génétique dans le germoplasme du gossypium. Est-ce que vous voyez mes planches? Vous voyez tout à fait? Oui, oui, on vous voit, on voit. Oui, je voulais vérifier, mais m'assurer. Je dois faire un petit ajustement ici. Bien. Je vous demande une seconde de patience. Sur ce campus de l'université IAM du Texas, il y a un site de l'USDA et les planches ici vous montrent la vue aérienne du site, le laboratoire ici dans le bâtiment 1 et 11, et nous avons une collection de coton ici et une serre ici pour maintenir les espèces sauvages. Dans la collection, nous avons environ 10 000 accessions, et au total 50 espèces du genus Gossypium. Mais la valeur de ces plasmas, de cette collection, n'a pas été bien explorée parce qu'il y a un manque de caractérisation, de description, et donc l'identification des gènes bénéfiques et par le travail du locus de caractère quantitatif pour étudier les génomes, les sous-génomes et le rôle fonctionnel joué aux différents stades de la fibre du coton et du développement de la semence. À la fin du XXe siècle, les docteurs Esbrook et Bowman ont fait une excellente revue et indiqué la base génétique que la base génétique du coton cultivé était devenue très étroite et que cela affectait le rendement du coton. Et ceci est dû à deux principales raisons. Tout d'abord, le manque d'outils suffisants et efficaces pour faciliter la découverte de gènes dans le plasma germinatif du coton et de transférer ces gènes bénéfiques aux cultivars élites. Et l'autre raison, c'était que les grandes initiatives sur la technologie de biotechnologie du coton se focalisaient sur le secteur privé et insistaient donc sur la technologie transgénique pour apporter la protection à la plante. Mais donc, cela menait à une baisse de rendement et de la qualité de la plante, et cela a préoccupé les sélectionneurs. Et donc, à la fin des années 90, les généticiens et les sélectionneurs de quelques laboratoires de recherche ont commencé à différents types de marqueurs moléculaires et ont commencé à faire une cartographie de génome du coton grâce à des processus de sélection assistés par les marqueurs. Et voici les différents types de marqueurs lancés dans les années 90. Le docteur Coel et moi-même avons fait une revue du statut de ces marqueurs au début et les autres types de marqueurs
Enfin, vous voyez ici la liste des différents marqueurs utilisés à l'époque. Du fait de cette situation, un petit groupe de chercheurs du coton ont organisé un symposium international sur les marqueurs moléculaires. Symposium qui a eu lieu début 2000 en Australie. Et l'on a donc conçu à cette réunion l'initiative internationale du génome du coton et a été rendue formelle grâce à un premier atelier en France organisé par le Dr Wu qui est ici dans le public et lui et d'autres préconisaient cette collaboration internationale. Et donc la mission était d'augmenter les connaissances de la structure et de la fonction du génome du coton pour bénéficier à la communauté mondiale et faciliter la communication, la collaboration, l'éducation mondiale et intégrer les connaissances, développer la technologie, les ressources et d'organiser une recherche coordonnée. À l'heure actuelle, il y a environ 500 membres de cette initiative qui viennent d'environ 30 pays. Et peu de temps après la réunion d'Australie, le président Bill Clinton, président à l'époque des États-Unis, et le premier ministre John Major ont annoncé de manière conjointe l'achèvement de la première mouture du génome humain, le fruit de 13 années de collaboration internationale. Et cette étude publiée dans les articles, dans différents médias, notamment les magazines Nature et Science, ont inspiré l'initiative sur le coton. Et la communauté des chercheurs a tiré parti de cette opportunité, de cette révolution génomique. Nous avons organisé immédiatement un autre atelier à Nankin, en Chine. Et j'ai fait une présentation et on a établi un groupe de travail pour coordonner les stocks génétiques comparés et les aspects biogénétiques de la génomie, de la recherche en génomie du coton. Et l'initiative s'est agrandie rapidement en matière de collaboration et de coordination au cours des 20 dernières années. Depuis 2004, il y a une conférence à Hyderabad et depuis lors, il y a une conférence tous les 2 ans en Inde, au Brésil, en Chine, aux États-Unis, en Australie et en Écosse. Et ensuite, du fait de la pandémie, la conférence qui devait être tenue en Inde l'an dernier a été reportée. Mais en attendant, il y a eu beaucoup de collaborations bilatérales qui ont été coordonnées dans la recherche génomique du coton. Cette photo a été prise en 2005 à un atelier parrainé par l'USDA à l'Académie des sciences ouzbèques à Tashkent et organisé par Ibrahim et ses collègues. La cartographie de la caractérisation moléculaire du germoplasme du coton a été réalisée. Et en 2007, un accord de collaboration pour faire le séquençage du coton Upland a été signé à College Station au Texas entre mon ancien chef d'unité de recherche, le Dr Russell Coe, et l'ancien directeur de l'Institut de recherche du coton, le Dr Yu, et nous nous sommes mis d'accord pour faire le séquençage du marqueur numéro 1 parce que c'est la norme génétique du coton Upland. Et suite à la publication des espèces du riz, des espèces sauvages du Gossypium ramundi en 2012, le génome de référence pour les espèces cultivées de Gossypium arborum et du Gossypium hirsutum ont été achevés en 2014 et 2015 respectivement. Et ces rapports ont jeté les bases pour diverses espèces de coton
et des milliers d'accessions du coton de par le monde. Depuis lors, plus d'une douzaine d'espèces de coton, y compris tout le coton cultivé qui sont mis en caractère gras ici, et d'autres espèces AD1 ont eu un séquençage complet, et également des milliers d'accessions de germoplasme, et donc ont été séquencées. Et ces informations sur le séquençage apportent une excellente opportunité pour l'amélioration génétique. Et jusqu'à présent, l'initiative sur le coton et cette communauté de recherche a obtenu plusieurs réalisations, des millions de marqueurs SSR et SNP portables. Et lorsque la réunion en Australie a été tenue, on a lancé les marqueurs portables SSR et SNP, le type de marqueurs qui sont considérés par la communauté comme étant les meilleurs marqueurs à des fins de sélection. Et également, on a identifié des milliers de locus de caractères quantitatifs pour les caractéristiques du coton et des milliers de gènes également, de gènes qui codent les protéines du coton, et des centaines de cartes de génétique du coton et des milliers de séquençages du coton, ça je viens d'en parler, et également on a produit une base de données centralisée qui contient développée avec des outils de bioinformatique, qui a été développée en collaboration avec Cotton Incorporated et l'Université de l'État de Washington et la communauté des chercheurs du coton. Je voudrais vous décrire comment nous avons obtenu ces réalisations. Et l'approche prise, la génétique est l'étude d'un gène individuel dans un organisme. La génomique est l'étude de tous les gènes dans chaque génome d'un organisme. Et la génomique du coton est un outil important pour étudier tous les gènes du coton dans chacune de la cinquantaine et plus d'espèces du génome. Et dans les planches suivantes, je vais vous décrire l'approche retenue, non seulement par notre groupe, mais par la communauté des chercheurs. Vous m'entendez bien? Et vous voyez bien les planches? Oui, oui. Merci. Au début du siècle, le coton était en retard par rapport à d'autres plantes et d'autres cultures lorsqu'il s'agissait de développer les ressources génomiques. Et nous avons identifié un manque critique d'une carte intégrée du génome qui servirait de carte brute pour la recherche génomique. Et donc, c'est, si vous voulez, la moelle épinière. Si nous voulions établir une bonne infrastructure pour l'amélioration génétique, il fallait cela, comme cela avait été fait pour d'autres récoltes. Et donc, la carte intégrée contiendrait une cartographie de tous les gènes et l'organisation du génotypique, l'expression des gènes, et ferait la cartographie des marqueurs pour que l'on puisse manipuler les caractéristiques et les gènes avec une analyse à base de marqueurs. Et également, du point de vue fonctionnel, nous devions comprendre comment le gène régulait et s'exprimait dans ces interactions. Et cette infrastructure, sur base de cette infrastructure, nous avons essayé de développer un cadre. Tout d'abord, l'élément chromosomique de l'ADN, et on identifie sur le chromosome, mais sur la carte physique, et ceci est un exemple, ce chromosome
est un morceau d'ADN et c'est un fragment qui représente et dans la carte, nous utilisons les parents et par la suite d'autres méthodes pour trouver les marqueurs par la recombinaison. Et du point de vue cytologique, nous devons identifier le marqueur et le chromosome à chaque position physique. Et ensuite, on fait une carte de la transcription, on identifie donc l'expression à chaque site et ensuite on en vient au niveau de l'espace du séquençage d'ADN. Et donc voilà la méthodologie pour développer cette carte intégrée en utilisant des marqueurs SSR et les différentes empreintes. Et maintenant, on fait une localisation avec les marqueurs SNP et différents types de séquençage. Et donc, nous sommes passés au niveau suivant. Je voudrais vous dire pourquoi nous avons étudié le coton Upland au départ. Parce que le coton Upland a un génome allotétraploïde. Et c'est très complexe, il y a beaucoup de doublons. 26 chromosomes haploïdes et un génome d'environ 2,3 milliards et environ 3500 organes. Et nous comprenons maintenant qu'il y a 75 000 gènes environ, mais nombre d'entre eux sont des doublons parce qu'ils sont tétraploïdes, ils ont trois copies au moins, et parfois ils se dédoublent et il y a plus de 2 copies. Et ils sont cultivés. Cela représente 90% des cultures de coton du monde, ce qui était un facteur important. Et nous avons donc choisi, avec l'appui de la communauté de la recherche, le marqueur numéro 1 du Texas parce que beaucoup de stocks génétiques et cytogénétiques avaient été développés sur cette base. Et le Dr Russell Crowe, mon ancien chef d'unité, avait une longue histoire lorsqu'il s'agissait de préparer ce matériel génétique et à purifier cette lignée avec 40 ou 50 générations contrôlées. Et donc, les semences sont très pures, ce qui nous aide dans notre séquençage, parce que sinon, il y aurait eu trop de problèmes à tirer au clair. Et ensuite, nous avons développé une bibliothèque. C'est la bibliothèque BAC, donc avec les chromosomes artificiels en utilisant différents enzymes. Ça, c'est les enzymes Hindi3 et d'autres bibliothèques sont ECO1 et MH1, donc d'autres enzymes. L'ADN était des fragments d'environ 450 kb, 150. Et donc, on peut faire une empreinte à ce moment-là parce que le séquençage était élevé. Et la communauté du coton avait des limitations quant à son financement. On a donc fait des empreintes, on les a identifiées ensuite pour développer une carte physique. Voici la machine dont nous nous sommes servis pour l'analyse de séquençage de fragments. Mais certains marqueurs SSR, on a utilisé d'autres bases. Mais on utilise cette machine pour une bonne partie du séquençage.
La semaine dernière, j'ai dû combiner 3 de ces machines parce que la technologie a progressé maintenant et cela rend l'analyse d'ADN plus efficace. Et voici une représentation des différentes empreintes. Et voici les contrôles, les marqueurs. Et l'ADN du coton a différents fragments, différentes empreintes. Et ensuite, on développe les marqueurs SSR avec le séquençage BAC. Et environ 60% des marqueurs produisent une bande unique, ce qui veut dire qu'ils peuvent être spécifiques par locus et identifiés pour ancrer le sous-génome. Et cela permet de les intégrer dans la carte génétique de cette population. Et voici une population utilisée pour la cartographie dérivée du croisement entre 2 espèces, le 379 normalement, et la norme génétique du barbadense. Et on a utilisé au départ certaines espèces. Et nous avons planté cette population de cartographie dans différents environnements, dans différents champs. Et d'abord, on les démarre en serre et ensuite on les transplante au champ. Et donc, on fait des observations en champ pour les caractéristiques. Et ensuite, on fait le lien entre les gènes et la carte. Et les 26 chromosomes ici, 2 paires de chromosomes, chromosomes 2 et 3, 14 et 17. Vous voyez la translocalisation. Il y a une certaine variation génétique qui évolue en structure et les autres chromosomes qui montrent certains doublons. Et on met les caractéristiques de la fibre du coton, du rendement et d'autres caractéristiques agronomiques dans la carte sur base des liens avec les marqueurs. Et ensuite, on fait l'hybridisation de la bibliothèque du coton. Cette bibliothèque EST a été développée par la communauté et on utilise ceci pour concevoir le overgrow en 2 dimensions, 3 dimensions. Et donc, ils ont commencé avec des filtres à haute densité TM1 pour montrer la position des gènes EST qui permet de les intégrer dans la carte. Et donc, voici un fragment, un élément de la carte physique avec le lien entre le marqueur génétique et les associations EST. Et voici un chromosome de la carte intégrée du génome. Au milieu, au centre, on voit la distance génétique des marqueurs, essentiellement SSR et certains marqueurs SNP. Et à gauche, vous avez les unigènes EST et à droite, les caractéristiques physiques. Et je dois également vous dire que lorsque nous développons il y a deux génomes différents qui sont les progéniteurs du coton diploïde. Donc, on utilise le Gossypium raymondi et le Gossypium arboreum, qui on pense sont les origines des sous-génomes tétraploïdes. Et donc, on a séquencé ces deux-là afin d'achever l'étude TM1. Et en 2012, on a présenté un rapport sur l'achèvement de ces génomes, 13 chromosomes.
Le vert vous montre la densité des gènes le long des chromosomes et d'autres éléments du marqueur ici sur le chromosome. Et 2-3 années plus tard, on a séquencé l'arboreum, le Gossypium arboreum, un autre sous-génome, et on a trouvé les relations très étroites avec le cacao. Alors, on avait déjà fait le séquençage du génome du cacao, donc on pouvait s'en servir pour le coton. Et la taille du génome entre A et B est environ 2 à 1. Gossypium raymondi, Gossypium arboreum. Et ceci vous montre le chromosome numéro 7 en bas, 1,5 million de bases de paires, et ici 2,3 millions. Et la différence que nous voyons est essentiellement due aux éléments de transposition. Et le nombre de gènes est assez proche, 191 et 216. Mais l'ADN répétitif est près de 2 fois plus dans les génomes D. Donc, c'est cette expansion qui est due à ces répétitions. Et le panel D vous montre la variation génétique dans les blocs génétiques. Les variations mineures observées entre D et DT, il y a des génomes diploïdes et 7 génomes. Et ensuite, il y a les génomes A, arboreum, herbaceum et d'autres génomes, y compris 3 locations réciproques et des échanges au niveau des chromosomes 10 et 12. Et ce tableau illustre la spéciation des diploïdes A1 et A2 du Gossypium arboreum après la formation du coton Upland tétraploïde, des diploïdes A1 et A2, et ils sont les deux qui ont contribué au sous-génome AD. Notre génome A existant au départ de ses ancêtres inconnus. Et donc, on a précisé les origines du génome A, ce qui a aidé à comprendre le développement de la fibre dans le coton Upland. Et le développement de la fibre de coton a 4 phases qui se chevauchent: l'initiation de la phase de la fibre, son élongation, la maturité de la fibre, et à ce stade de développement, c'est contrôlé par environ la moitié du génome. Le développement de la fibre, donc, était couvert, d'après nos estimations, pour environ 50% du génome. Nous étions curieux. Diploïde, une fibre courte, et une autre So to answer this question, we analyzed the whole genome, and one since we noticed the regulation of the ethylene the compound. So for the ethylene is necessary for the fiber initiation and elongation. Pour l'initiation et l'élongation de la fibre. But either way, if too little, like this line, the arboreum,
Ici, vous voyez la suppression de l'élongation de la fibre. Cela produit une fibre. C'est un facteur qui contribue et nous devons équilibrer les deux pour avoir la situation idéale pour le coton Upland. Voici les 4 étapes. Nous avons également localisé un chromosome et nous avons trouvé l'initiation de la fibre sur le chromosome 5 et l'élongation sur le chromosome 10. Et ensuite, la maturation. Donc, tous les chromosomes ont le gène prédominant que nous avons identifié. Nous avons mené une étude pour identifier environ 500 contigus et 151 MB de longueur physique, c'est-à-dire environ 6,7% du génome du coton Upland tétraploïde. Ce qui est intéressant, c'est que on peut trouver davantage de facteurs de transcription ou le sous-génome pour le sous-génome DT que le AT et l'interaction entre les deux sous-génomes renforce réellement le développement et la production de la fibre. Donc, ceci, dans une certaine mesure, répond à notre question de quel gène produit des fibres plus longues ou plus courtes. Tout cela a été localisé physiquement sur ce continu. Nous les avons identifiés à différentes localisations. Les transparents suivants vous montrent des applications, quelques applications en collaboration avec l'Université du Texas. Nous avons identifié l'interaction qui se produit de façon naturelle. Ici, vous voyez un fragment d'ADN dans ce germoplasme identifié et the U.S. National Cotton Germplasm Collection has et la Banque des États-Unis du germoplasme montre les résultats de cette étude pour la sélection et l'amélioration des graines de coton. Ceci pourra servir également d'exemple pour d'autres cultures à graines et en coopération également avec d'autres scientifiques. Nous avons construit une carte de sensibilité. Cette information peut être utilisée pour exploiter du germoplasme de coton exotique. Nous pouvons donc incorporer cette information au programme d'amélioration du germoplasme et en collaboration avec l'Institut de recherche de la Chine, nous avons fait cette étude de comparaison entre
les dahlias verticillium, la salinité et la sécheresse. Le premier cas est une maladie fongique. Nous avons découvert quelques signaux intéressants pour cette maladie. Ici, pour la salinité, nous avons essayé d'identifier des gènes similaires et quant à la sécheresse, cela est également très utile. De même, en collaboration avec l'Université Texas A&M, nous avons examiné les gènes susceptibles à la rouille bactérienne du coton et le silençage, l'extinction de ces gènes pour étudier la croissance normale après l'élimination de ce ravageur de cette maladie. So, as mentioned before, the cotton gene is the community database. Voici la base de données de la communauté du coton gène, élaborée en collaboration avec de nombreux chercheurs du monde entier, en particulier des États-Unis. Au cours des dernières années, plus d'un demi-million de marqueurs et 65 QTL ont pu être inclus dans cette base de données. Tout cela est donc conservé dans cette base et 45 000 images de germoplasme. Tout cela figure dans cette base de données. Elle inclut aussi de l'information sur la sélection et de l'information génomique. Elle est d'accès libre pour les généticiens du monde entier et depuis 2016, cette base de données a été utilisée de 88 à plus de 100 pays par de 3 000 à 6 000 utilisateurs. Un utilisateur l'a parfois consulté à plusieurs reprises. Donc, nous avons eu jusqu'à 6 000 consultations de la base de données. Et maintenant, je voudrais en revenir à la diversité génétique dont nous avons déjà parlé pour ce qui est des collections génétiques dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Ici, vous voyez les marqueurs SSR de base. Pour chaque chromosome, on a sélectionné 2 marqueurs. Pour le chromosome 5, par exemple, nous avons choisi 5 marqueurs pour ainsi pouvoir multiplier les données dans une analyse PCR. C'est le cas donc pour la collection des États-Unis et d'autres collections dans le monde entier. Pour les collections des États-Unis, nous retrouvons le coton upland, le barbadense et autres espèces avec une diversité génétique croisée. Pour certaines accessions, vous voyez qu'elles sont distribuées de façon intéressante et intégrées. Les accessions intégrées entre elles
se réfère au coton Upland. Pour le Gossypium barbadense, le nombre d'accessions montre au moins 10% d'intégration avec d'autres espèces. Voici donc l'information qui est très utile à des fins de sélection. On peut l'augmenter pour le barbadense et autres espèces de gènes. Une étude plus détaillée de ces collections est prévue dans un proche avenir. The chip, the two chips, we use the 63K chip and to characterize this, and eventually we like to have à la longue, nous espérons avoir un plan de séquençage individuel. Ce graphique provient de l'Institut des États-Unis pour l'étude du génome humain et le coût par génome humain. Le coût par espèce est réduit considérablement de façon exponentielle. Le premier génome humain, au début, voici l'historique. À la semaine dernière, il coûtait 10 millions. En 2001, donc en 2001, 100 millions et la réduction a été constante. Le génome de référence pour l'analyse est très utile pour la recherche sur le génome du coton. Le coton, bien sûr, est différent du génome humain. Le coton a plus de 70% de variété. Le génome humain a beaucoup plus de multiplication de copies. Donc, chaque espèce pose des difficultés différentes, mais grâce au progrès technologique, nous pourrons mettre à profit l'information sur ce génome et ainsi accélérer la recherche sur le coton. Maintenant, cette collection et les séquences d'accession individuelles nous permettent de créer la banque de germoplasme. Ce n'est plus simplement une banque de gènes. L'étape prochaine, la banque sera alimentée non pas par accession, mais avec de l'information que le sélectionneur pourra utiliser comme une banque d'informations pour des améliorations génotypiques. Les applications post-génomiques au niveau des exploitations devraient être possibles grâce à ce genre d'études. Les progrès de la génomique ont dirigé la recherche sur le coton vers une nouvelle ère. Et sur ce, je voudrais remercier de très nombreux collaborateurs qui
ont appuyé ma recherche sur le génome du coton. Sans leur participation, tous ces progrès n'auraient pas été possibles. C'est ainsi que nous pourrons dilucider tout le potentiel du génome. Et le CCIC a joué un rôle fondamental dans ces recherches. Et maintenant, je vous remercie et j'espère que nous pourrons aborder quelques questions. Merci, Dr. Yu, et merci, Dr. Rahman, d'avoir répondu à toutes vos questions. Mais il y aura encore quand même quelques minutes pour les questions. La première question du Dr. Raghavendra. Les milliers de QSL ont été mis en carte. Alors pourquoi n'y a-t-il que peu d'études sur les masses de cultivars? Est-ce que vous avez compris la question? Oui, c'est une question que les gens posent souvent. C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises. L'analyse QTL n'est qu'une estimation. C'est une analyse par ordinateur. Du point de vue statistique, pour que les QTL soient significatifs, on doit savoir de combien on est éloigné du gène originel. Donc, le gène est localisé sur une partie du génome, le QTL, le locus fait partie d'un réseau. Et dans certains cas, si vous ratez des éléments ou si vous manquez d'éléments cruciaux, vous ne pouvez pas arriver à de bons résultats. Il vous faut le système complet. C'est assez frustrant, pas seulement pour le coton, mais aussi pour d'autres génomes. Il faut donc d'abord obtenir une résolution plus élevée pour réellement comprendre où sont localisés ces locus. Nous avons des estimations de 10 à 20% du QTL sont déjà dilucidés, mais il reste 80 à 90% des QTL qui ne permettent pas de faire des analyses réellement efficaces. Il nous faut davantage de données d'analyse du séquençage pour compléter la banque de données. Je ne sais pas si la question suivante est pour le Dr. Rahman ou pour vous. Dr. Kuma, combien de marqueurs suggérez-vous pour la sélection en arrière-plan pour la récupération du génome? Bien sûr, le nombre, la hauteur sont importants parce qu'ils vont affecter la résolution. Mais quand vous essayez de récupérer dans un programme de sélection, en général, il faut avoir au moins plusieurs centaines de marqueurs et il faut les utiliser pour montrer un pourcentage de génotype d'arrière-fond. Une question de J-By, quel est le processus pour identifier des marqueurs SNP dans le coton?
Le coton est un génome très compliqué. Il y a le sous-génome Q et il y a aussi le doublement des segments. Il faut donc identifier les différents types et ensuite they showing the truly homologous and unique. So it's il s'agit de quelque chose d'unique. Il faut trouver un SNP, mais cela peut vous confondre également. Il faut séparer les pseudo-SNP des SNP réels. En outre, vous devez disposer de séries plus longues pour identifier ces SNP et pouvoir faire des comparaisons dans des régions environnantes. Il faut savoir si les SNP proviennent d'un chromosome ou d'un autre. Parfois, l'homologie, on n'en est pas sûr. Merci. Arta Rosaman, l'édition réelle des gènes, peut-on trouver un pourcentage de fibres longs pour un germoplasme individuel du coton? Oui, c'est une des possibilités que j'ai mentionnées qui devrait être réalisée par les avancées technologiques. Les progrès technologiques permettront de connaître beaucoup de gènes modifiés et les traits relatifs aux fibres contrôlent près de la moitié du gène. Mais ce sont des éléments critiques qui peuvent être identifiés et modifiés. Par exemple, l'élongation de la fibre ou des éléments qui peuvent renforcer la fibre ou la rendre plus longue. On pourrait aussi utiliser le knockout, mais avant d'utiliser un silençage, une extinction de gènes, il faudrait avancer davantage dans ces études. L'USDA ne le fait pas encore. Oui, merci. Nous n'avons presque plus de temps. Le docteur Kramtik, y a-t-il l'une ou l'autre question qui, à votre avis, mériterait une réponse? Oui, c'est difficile à répondre. Il y a au moins 4 ou 5 questions que j'aimerais épingler. Il y a la question si une fibre de coton est de 45 à 50% de cellulose, y a-t-il moyen d'augmenter cela? Et une autre question associée du Dr Salaji Pawey, quel est le rôle de la génomique du coton? C'est une question. Est-elle pour moi ou pour mon collègue? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, dit le docteur Mehboub. Oui. Parlons de la longueur de la fibre. Vous savez que sur une période plus longue de temps, il y a des cellules plus longues, mais il faut trouver un équilibre entre accroître la longueur de la fibre
et autres caractéristiques dont il faut tenir compte également. Je crois que l'heure viendra où nous pourrons faire une sélection dans 5-7 ans où nous pourrons tenir compte de toutes les caractéristiques les plus complexes du génome. Alors, combien de gènes allons-nous cibler? C'est une question à laquelle il faudra répondre à l'avenir. Mais c'est bien sûr une question très importante. Oui, je voudrais encore ajouter une phrase pour évaluer les différentes voies. C'est une partie du système. Il y a des caractéristiques très complexes. C'est tout un réseau de gènes. À l'évidence, il faut identifier les grands réseaux qui contribuent tous au génome. Oui, merci. Encore une dernière question qui est extrêmement significative. Le docteur Z de l'Inde, sur une échelle d'1 à 10, où en sommes-nous quant à la sélection pour l'avenir sur une échelle de 1 à 10? Où en sommes-nous? Okay. I have answered this. Je n'ai pas vraiment la réponse, mais je suis optimiste. Si nous parvenons à intégrer toutes les approches ensemble, alors je dirais que nous en sommes au 10, au numéro 10. Mais là, il s'agirait uniquement de la taille. Alors, ce serait plutôt un 8, mais je suis relativement optimiste. Je donnerais un 8. Moi, je serais plus conservateur. Sur une échelle de 1 à 10 de nos jours, le potentiel de la génomique du coton et sa force fait partie de nos recherches. En 2000-2001, quand on étudiait le génome humain, c'était une nouveauté. En fait, ces recherches ont commencé pendant les années 80. Il s'agit de technologies nouvelles qui suivent leurs propres lois. Et pour avoir une lecture moléculaire, il faut attendre que le potentiel plein du génome du coton et de sa recherche soit atteint. Nous n'y sommes pas encore. Il faudra encore un peu de temps. Les applications post-génomiques doivent encore mûrir. Je crois que nous n'en serions qu'à l'étape 3 ou 4. Mais le potentiel, la possibilité d'atteindre le 10 sera certainement réalisée à l'avenir. Donc, deux réponses très intéressantes. Et je crois que c'est la conclusion idéale pour terminer notre conférence. Merci, Dr. Mehboob et You. Vos présentations ont suscité beaucoup de questions. Nous afficherons tout cela sur notre site Internet pour que vous y ayez tous accès. Le webinaire suivant aura lieu mercredi le 5 mai avec deux autres orateurs de renommée internationale. Sur ce, je vous remercie vivement. Je remercie les interprètes. Merci, Monsieur le Président. Et nous espérons vous revoir tous en bonne santé au mois de mai. Et encore merci aux intervenants.